3 petites minutes, 180 secondes à peine, mais elles ont suffi pour bouleverser irrémédiablement l'image que le monde se faisait de la France et des États-Unis. À peine venait-il de lancer sa diatribe cinglante contre Sébastien Lecornu que Donald Trump, sûr de son effet, se rasseyait convaincu d'avoir écrasé le jeune Premier ministre français sous le poids de son mépris. Il lui décocha ce rictus bien connu, ce fameux sourire narquois, qui l'avait rendu célèbre, persuadé que son adversaire allait baisser les yeux, bredouiller une excuse, ou mieux encore rester muet comme tant d'autres leaders européens l'avaient fait avant lui. Derrière lui, ses conseillers, déjà tout sourire, se félicitaient, en silence persuadés que leur champion venait de porter le coup de grâce à une Europe qu'ils croyaient à genoux. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes et changé le cours de l'histoire diplomatique moderne. Lecornu s'est levé lentement avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine. Il a regardé Trump droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler, et a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle et provoqué l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne. Ce n'était pas une simple réponse politique, ce n'était pas une défense maladroite ou une contre-attaque désespérée. C'était quelque chose de bien plus puissant le moment où la France a rappelé au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le 3 petites minutes, 180 secondes à peine, mais elles ont suffi pour bouleverser irrémédiablement l'image que le monde se faisait de la France et des États-Unis. À peine venait-il de lancer sa diatribe cinglante contre Sébastien Lecornu que Donald Trump, sûr de son effet, se rasseyait convaincu d'avoir écrasé le jeune Premier ministre français sous le poids de son mépris. Il lui décocha ce rictus bien connu, ce fameux sourire narquois, qui l'avait rendu célèbre, persuadé que son adversaire allait baisser les yeux, bredouiller une excuse, ou mieux encore rester muet comme tant d'autres leaders européens l'avaient fait avant lui. Derrière lui, ses conseillers, déjà tout sourire, se félicitaient, en silence persuadés que leur champion venait de porter le coup de grâce à une Europe qu'ils croyaient à genoux. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes et changé le cours de l'histoire diplomatique moderne. Lecornu s'est levé lentement avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine. Il a regardé Trump droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler, et a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle et provoqué l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne. Ce n'était pas une simple réponse politique, ce n'était pas une défense maladroite ou une contre-attaque désespérée. C'était quelque chose de bien plus puissant le moment où la France a rappelé au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis. En 3 minutes, un homme de 39 ans allait réussir ce que des décennies de diplomatie européenne n'avaient jamais accompli, faire taire Donald Trump et restaurer le respect pour la voix française dans le concert des nations. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là au sommet du groupe des 20 à Rio de Janeiro, il faut remonter quelques semaines en arrière quand la France traversait l'une des crises les plus graves de son histoire récente et que Trump croyait pouvoir exploiter cette faiblesse apparente pour humilier publiquement l'Europe tout entière. Septembre 2000, la France était en ébullition totale. Les manifestations bloquaient non seulement Paris, mais toutes les grandes villes du pays. Lyon-Marseille, Toulouse-Bordeaux. Partout, les rues étaient envahies par des cortèges de manifestants exigeant des changements radicaux. L'économie vacillait dangereusement avec des grèves dans tous les secteurs stratégiques. Les transports étaient à l'arrêt, les hôpitaux fonctionnaient. Au ralenti, même les écoles fermaient leurs portes. L'indice CAC 40 perdait des points chaque jour. Les investisseurs étrangers commençaient à fuir et la dette française explosait sous la pression des dépenses d'urgence. Dans ce chaos généralisé, la chute spectaculaire du gouvernement Bayrou avait plongé le pays dans une instabilité politique majeure. François Bayrou, ce vétéran de la politique française, avait été balayé par une motion de censure historique qui avait réuni l'extrême gauche et l'extrême droite dans un front commun inédit. Les images de sa dernière intervention à l'Assemblée, les larmes aux yeux, avaient fait le tour du monde, donnant l'impression d'un pays au bord de l'effondrement. C'est dans ce contexte absolument chaotique que Sébastien Lecornu, à seulement 39 ans, avait été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron.
Une nomination qui avait surpris absolument tout le monde et que beaucoup considéraient comme un pari risqué, voire désespéré du président de la République. Lecornu n'était pas un politique traditionnel. Certes, il avait été ministre, mais il venait du monde de l'entreprise, de la gestion concrète. Beaucoup le voyaient comme un technocrate sans charisme, incapable de faire face à la tempête politique qui secouait la France. Les médias français eux-mêmes doutaient de ce choix, parlant de dernière carte de Macron et de pari impossible. Et pourtant, dès ses premiers jours à Matignon, Lecornu avait montré une détermination et une habileté politique qui avaient surpris ses plus féroces détracteurs. Trump observait cette situation depuis Washington avec un intérêt grandissant et une satisfaction à peine dissimulée. Pour lui, c'était l'occasion rêvée de s'en prendre à la France, ce pays qui osait depuis des années critiquer sa politique, résister à ses demandes et donner des leçons de démocratie au monde entier. La France de De Gaulle, qui avait dit non à l'Amérique, la France de Chirac, qui s'était opposée à la guerre en Irak, la France de Macron, qui critiquait sa politique climatique. Tous ces affronts étaient restés en travers de la gorge de Trump. Maintenant que le pays semblait affaibli, c'était le moment de la revanche. Et la France s'effondre complètement, tweetait-il régulièrement depuis son compte personnel, suivi par des centaines de millions d'abonnés. Leur nouveau Premier ministre est un parfait débutant, très triste situation. Les Français méritent mieux que ce chaos total. Ces attaques répétées, diffusées 24 heures sur 24, provoquaient des tensions, les ambassadeurs se convoquaient mutuellement, les déclarations officielles se succédaient. Mais Trump ne comptait pas s'arrêter aux réseaux sociaux et aux escarmouches diplomatiques traditionnelles. Dans son bureau ovale, entouré de ses conseillers les plus fidèles, il préparait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire pour le prochain sommet du groupe des 20. Steve Bannon, son ancien stratège revenu dans son cercle rapproché, lui avait soufflé l'idée « Donald imagine l'impact si tu humilies publiquement ce gamin français devant tous les dirigeants mondiaux. » CNN, Fox News, BBC. Tous diffuseront en direct. Le monde entier verra que l'Amérique reste la seule vraie superpuissance et que l'Europe n'est qu'un continent de has-been, incapable de gérer ses propres problèmes. L'idée avait séduit Trump immédiatement. Dans son esprit, humilier publiquement Lecornu devant tous les dirigeants mondiaux enverrait un message clair et définitif. La France était affaiblie, l'Europe était déclinante et l'Amérique restait la seule superpuissance crédible capable de diriger le monde occidental. Il voyait déjà les titres des journaux du lendemain, les analyses télévisées, les commentaires admiratifs sur sa performance diplomatique. Ce qu'aucun de ses conseillers ne pouvait imaginer, c'est que Lecornu se préparait lui aussi à cette confrontation inévitable, mais avec une approche complètement différente. Pendant que Trump planifiait son offensive médiatique, le Premier ministre français travaillait dans l'ombre avec une équipe restreinte de ses plus fidèles collaborateurs. Dans le plus grand secret, Lecornu avait réuni dans son bureau de Matignon une cellule de crise composée des meilleurs experts français en géopolitique et en communication. Il y avait là Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères dont l'expérience diplomatique était légendaire, Jean-David Levitt, ancien ambassadeur à Washington qui connaissait parfaitement les ressorts de la politique américaine, et Sylvie Goulard, spécialiste. 3 petites minutes, 180 secondes à peine, mais elles ont suffi pour bouleverser irrémédiablement l'image que le monde se faisait de la France et des États-Unis. À peine venait-il de lancer sa diatribe cinglante contre Sébastien Lecornu que Donald Trump, sûr de son effet, se rasseyait convaincu d'avoir écrasé le jeune Premier ministre français sous le poids de son mépris. Il lui décocha ce rictus bien connu, ce fameux sourire narquois, qui l'avait rendu célèbre, persuadé que son adversaire allait baisser les yeux, bredouiller une excuse, ou mieux encore rester muet comme tant d'autres leaders européens l'avaient fait avant lui. Derrière lui, ses conseillers, déjà tout sourire, se félicitaient, en silence persuadés que leur champion venait de porter le coup de grâce à une Europe qu'ils croyaient à genoux. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes et changé le cours de l'histoire diplomatique moderne. Lecornu s'est levé lentement avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine. Il a regardé Trump droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler, et a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle et provoqué l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne.
Ce n'était pas une simple réponse politique, ce n'était pas une défense maladroite ou une contre-attaque désespérée. C'était quelque chose de bien plus puissant le moment où la France a rappelé au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis. 3 petites minutes, 180 secondes à peine, mais elles ont suffi pour bouleverser irrémédiablement l'image que le monde se faisait de la France et des États-Unis. À peine venait-il de lancer sa diatribe cinglante contre Sébastien Lecornu que Donald Trump, sûr de son effet, se rasseyait convaincu d'avoir écrasé le jeune Premier ministre français sous le poids de son mépris. Il lui décocha ce rictus bien connu, ce fameux sourire narquois, qui l'avait rendu célèbre, persuadé que son adversaire allait baisser les yeux, bredouiller une excuse, ou mieux encore rester muet comme tant d'autres leaders européens l'avaient fait avant lui. Derrière lui, ses conseillers, déjà tout sourire, se félicitaient, en silence persuadés que leur champion venait de porter le coup de grâce à une Europe qu'ils croyaient à genoux. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes et changé le cours de l'histoire diplomatique moderne. Lecornu s'est levé lentement avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine. Il a regardé Trump droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler, et a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle et provoqué l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne. Ce n'était pas une simple réponse politique, ce n'était pas une défense maladroite ou une contre-attaque désespérée. C'était quelque chose de bien plus puissant le moment où la France a rappelé au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis. En 3 minutes, un homme de 39 ans allait réussir ce que des décennies de diplomatie européenne n'avaient jamais accompli, faire taire Donald Trump et restaurer le respect pour la voix française dans le concert des nations. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là au sommet du groupe des 20 à Rio de Janeiro, il faut remonter quelques semaines en arrière quand la France traversait l'une des crises les plus graves de son histoire récente et que Trump croyait pouvoir exploiter cette faiblesse apparente pour humilier publiquement l'Europe tout entière. Septembre 2000, la France était en ébullition totale. Les manifestations bloquaient non seulement Paris, mais toutes les grandes villes du pays. Lyon-Marseille, Toulouse-Bordeaux. Partout, les rues étaient envahies par des cortèges de manifestants exigeant des changements radicaux. L'économie vacillait dangereusement avec des grèves dans tous les secteurs stratégiques. Les transports étaient à l'arrêt, les hôpitaux fonctionnaient. Au ralenti, même les écoles fermaient leurs portes. L'indice CAC 40 perdait des points chaque jour. Les investisseurs étrangers commençaient à fuir et la dette française explosait sous la pression des dépenses d'urgence. Dans ce chaos généralisé, la chute spectaculaire du gouvernement Bayrou avait plongé le pays dans une instabilité politique majeure. François Bayrou, ce vétéran de la politique française, avait été balayé par une motion de censure historique qui avait réuni l'extrême gauche et l'extrême droite dans un front commun inédit. Les images de sa dernière intervention à l'Assemblée, les larmes aux yeux, avaient fait le tour du monde, donnant l'impression d'un pays au bord de l'effondrement. C'est dans ce contexte absolument chaotique que Sébastien Lecornu, à seulement 39 ans, avait été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Une nomination qui avait surpris absolument tout le monde et que beaucoup considéraient comme un pari risqué, voire désespéré du président de la République. Lecornu n'était pas un politique traditionnel. Certes, il avait été ministre, mais il venait du monde de l'entreprise, de la gestion concrète. Beaucoup le voyaient comme un technocrate sans charisme, incapable de faire face à la tempête politique qui secouait la France. Les médias français eux-mêmes doutaient de ce choix, parlant de dernière carte de Macron et de pari impossible. Et pourtant, dès ses premiers jours à Matignon, Lecornu avait montré une détermination et une habileté politique qui avaient surpris ses plus féroces détracteurs. Trump observait cette situation depuis Washington avec un intérêt grandissant et une satisfaction à peine dissimulée. Pour lui, c'était l'occasion rêvée de s'en prendre à la France, ce pays qui osait depuis des années critiquer sa politique, résister à ses demandes et donner des leçons de démocratie au monde entier. La France de De Gaulle, qui avait dit non à l'Amérique, la France de Chirac, qui s'était opposée à la guerre en Irak, la France de Macron, qui critiquait sa politique climatique. Tous ces affronts étaient restés en travers de la gorge de Trump. Maintenant que le pays semblait affaibli, c'était le moment de la revanche.
Et la France s'effondre complètement, tweetait-il régulièrement depuis son compte personnel suivi par des centaines de millions d'abonnés. Leur nouveau Premier ministre est un parfait débutant, très triste situation. Les Français méritent mieux que ce chaos total. Ces attaques répétées diffusées 24 heures sur 24 provoquaient des tensions, les ambassadeurs se convoquaient mutuellement, les déclarations officielles se succédaient. Mais Trump ne comptait pas s'arrêter aux réseaux sociaux et aux escarmouches diplomatiques traditionnelles. Dans son bureau ovale, entouré de ses conseillers les plus fidèles, il préparait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire pour le prochain sommet du groupe des 20. Steve Bannon, son ancien stratège revenu dans son cercle rapproché, lui avait soufflé l'idée « Donald imagine l'impact si tu humilies publiquement ce gamin français devant tous les dirigeants mondiaux. » CNN, Fox News, BBC. Tous diffuseront en direct. Le monde entier verra que l'Amérique reste la seule vraie superpuissance et que l'Europe n'est qu'un continent de has-been, incapable de gérer ses propres problèmes. L'idée avait séduit Trump immédiatement. Dans son esprit, humilier publiquement l'écornu devant tous les dirigeants mondiaux enverrait un message clair et définitif. La France était affaiblie, l'Europe était déclinante et l'Amérique restait la seule superpuissance crédible capable de diriger le monde occidental. Il voyait déjà les titres des journaux du lendemain, les analyses télévisées, les commentaires admiratifs sur sa performance diplomatique. Ce qu'aucun de ses conseillers ne pouvait imaginer, c'est que l'écornu se préparait lui aussi à cette confrontation inévitable, mais avec une approche complètement différente. Pendant que Trump planifiait son offensive médiatique, le Premier ministre français travaillait dans l'ombre avec une équipe restreinte de ses plus fidèles collaborateurs. Dans le plus grand secret, Lecornu avait réuni dans son bureau de Matignon une cellule de crise composée des meilleurs experts français en géopolitique et en communication. Il y avait là Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères dont l'expérience diplomatique était légendaire, Jean-David Levitte, ancien ambassadeur à Washington qui connaissait parfaitement les ressorts de la politique américaine, et Sylvie Goulard, spécialiste reconnue des relations transatlantiques. Ensemble, ils avaient analysé méticuleusement tous les discours de Trump, ses faiblesses, ses contradictions, ses mensonges répétés. Ils avaient épluché chaque tweet, chaque déclaration, chaque interview pour identifier les failles dans l'armure du président américain. « Monsieur le Premier ministre », avait dit Védrine lors d'une de ses réunions secrètes, « Trump fonctionne sur l'intimidation et l'improvisation. Il compte sur l'effet de surprise et la brutalité de ses attaques pour déstabiliser ses adversaires, mais il a un point faible majeur, il ne supporte pas qu'on lui résiste avec intelligence et préparation. Si vous restez calme et factuel, si vous retournez ses accusations contre lui, avec précision, il perdra ses moyens. » C'était exactement ce que l'écornu comptait faire. Pendant des semaines, il avait travaillé ses arguments mémorisés, les chiffres préparés, ses répliques. Il savait que cette confrontation aurait lieu et il était déterminé à ce qu'elle tourne à l'avantage de la France. Mais plus que de la technique, c'était une question de fierté nationale et de dignité républicaine. Le Premier ministre français ne pouvait pas laisser passer les humiliations répétées de Trump sans réagir fermement. Les enjeux étaient énormes. Guerre en Ukraine, crise économique mondiale, tensions commerciales. Mais tous les regards étaient rivés sur la potentielle confrontation entre Trump et l'écornu. Les journalistes du monde entier avaient fait le déplacement sentant qu'il allait se passer quelque chose d'exceptionnel. La première journée se déroula dans une tension palpable mais sans incident majeur. Trump et l'écornu s'évitèrent soigneusement, échangeant tout au plus quelques politesses glaciales lors des séances photos officielles devant le Christ Rédempteur et sur les plages de Copacabana. Les photographes internationaux mitraillaient chaque regard, chaque geste, chaque expression de visage à la recherche du moindre signe de tension entre les deux hommes. Quand ils se trouvaient dans la même pièce, l'atmosphère devenait électrique. Les autres dirigeants le sentaient et adaptaient leur comportement en conséquence. Angela Merkel, dans ses derniers mois de mandat, observait la situation avec l'œil expert de quelqu'un qui avait elle-même affronté Trump pendant 4 années. Emmanuel Macron, officiellement présent mais politiquement affaibli par la crise française, assistait en spectateur à cette montée des tensions entre son Premier ministre et le président américain. Le président chinois Xi Jinping
et le président russe Vladimir Poutine, habitués eux aussi aux provocations trumpiennes, regardaient cette situation avec un intérêt amusé, se demandant si l'Europe allait enfin trouver en Lecornu le leader capable de tenir tête à l'Amérique. Mais le deuxième jour, lors de la session matinale consacrée à la sécurité internationale et aux questions de défense collective particulièrement centrée sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la situation ukrainienne, Trump décida qu'il était temps de passer à l'offensive. Il avait choisi ce moment précisément parce que le sujet permettait de critiquer ouvertement la position française sur l'Ukraine et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, des dossiers sur lesquels il pensait pouvoir facilement déstabiliser et humilier le Premier ministre français devant tous les dirigeants mondiaux. Dans l'esprit de Trump, c'était le terrain parfait pour montrer la supériorité américaine et l'inconsistance européenne. À 14h30 précise, dans l'immense salle de conférence de l'hôtel Windsor-Barra, décorée aux couleurs du Brésil, quand vint son tour de prendre la parole selon l'ordre alphabétique traditionnel des pays Trump, se leva avec cette assurance caractéristique qui masquait souvent ses faiblesses, mais impressionnait toujours ses partisans. Il portait ce jour-là son costume bleu marine habituel, sa cravate rouge signature, et affichait ce sourire carnassier qu'il réservait généralement à ses adversaires politiques les plus détestés. Les 19 autres dirigeants du groupe des économies développées et industrialisées nouvelles, plus les représentants de l'Union européenne, l'observaient avec attention. Chacun savait que Trump n'était jamais aussi dangereux que quand il se sentait en position de force et qu'il flairait la faiblesse chez un adversaire. Il commença par les généralités habituelles sur la nécessité absolue de l'unité occidentale face aux menaces multiples qui pesaient sur le monde libre, puis progressivement, comme à son habitude, quand il voulait porter un coup fatal, son discours devint plus agressif, plus personnel, plus ciblé. Sa voix prit cette intonation particulière à la fois méprisante et théâtrale qu'il utilisait dans ses meetings de campagne pour ridiculiser ses adversaires devant ses supporters en délire. Certains de nos alliés européens, commença-t-il en regardant directement Lecornu, semblent avoir oublié ce que signifie vraiment l'engagement envers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la défense de la démocratie. L'attaque était à peine voilée. Tout le monde dans la salle comprit qu'il parlait de la France. Nous voyons des pays qui hésitent à soutenir pleinement l'Ukraine, qui tergiversent sur les livraisons d'armes, qui préfèrent la diplomatie molle à l'action ferme. Sa voix se durcit. Et pendant ce temps, leur gouvernement s'effondre, leurs économies vacillent et leurs citoyens descendent dans la rue parce qu'ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants. C'était un coup direct contre Lecornu et la situation française. Trump continuait de plus en plus à l'aise. Comment peut-on faire confiance à des partenaires qui ne savent même pas maintenir l'ordre chez eux? Comment peut-on compter sur des leaders qui changent tous les 6 mois? Il marqua une pause théâtrale savourant l'effet de ces mots. L'Amérique a toujours été là pour défendre la liberté. Nous avons libéré l'Europe en 1944. Nous l'avons protégée pendant la guerre froide. Et aujourd'hui encore, nous portons le fardeau principal de la défense occidentale. Pendant que d'autres parlent, nous agissons. Le message était clair, les États-Unis étaient les vrais leaders. La France n'était qu'un partenaire de second plan en pleine déliquescence. Il pensait avoir marqué un point décisif. Il s'assit avec un sourire satisfait, certain d'avoir mis Lecornu dans l'embarras devant tous les dirigeants mondiaux. Dans la salle, on pouvait sentir la tension. Les autres leaders ne savaient pas où regarder. Certains semblaient gênés par la brutalité de l'attaque. D'autres attendaient avec curiosité la réaction française. Lecornu lui était resté parfaitement immobile pendant tout le discours de Trump. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucune colère, aucune surprise. Il prenait des notes, l'air concentré, presque indifférent aux provocations américaines. Cette attitude déconcerta Trump qui s'attendait à voir le Premier ministre français se troubler ou se défendre maladroitement. Quand le modérateur demanda s'il y avait des réponses aux points soulevés, Lecornu leva calmement la main. « Monsieur le président Trump », commença-t-il d'une voix posée, « je vous remercie pour cette intéressante leçon d'histoire américaine. Permettez-moi de vous en donner une en retour. » Trump fronça les sourcils. Ce n'était pas le ton qu'il attendait.
Lecornu ne semblait ni intimidé ni sur la défensive. Au contraire, il y avait dans sa voix une assurance tranquille qui commençait à inquiéter le président américain. Vous parlez de 1944 et de la libération de l'Europe, poursuivit Lecornu en se levant lentement. C'est une référence que vous aimez beaucoup utiliser. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur quelques détails que vous semblez avoir oubliés. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. En 1944, M. Trump, les États-Unis sont effectivement intervenus en Europe. Mais savez-vous quand exactement ? En juin 1944. La guerre avait commencé en septembre 1939. Cela fait, laissez-moi calculer, presque 5 ans pendant lesquels l'Amérique regardait l'Europe brûler. Le ton restait courtois, mais chaque mot portait. Pendant ces 5 années, M. Trump, savez-vous qui résistait déjà la France ? Savez-vous qui se battait dans les colonies africaines ? Savez-vous qui organisait la résistance depuis Londres, la France ? Trump commençait à s'agiter sur sa chaise. Cette leçon d'histoire ne se déroulait pas comme prévu. Vous parlez de fardeau de la défense occidentale, continua Lecornu imperturbablement. Parlons-en du fardeau. Savez-vous quel pays européen consacre le plus gros pourcentage de son produit intérieur brut à l'aide militaire à l'Ukraine ? Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, c'est la France. Il sortit quelques notes de sa poche. 2,1% de notre produit intérieur brut en aide militaire directe à l'Ukraine. Les États-Unis, 1,7%. Qui porte vraiment le fardeau, M. Trump. La salle était maintenant suspendue aux lèvres de Lecornu. Même les traducteurs semblaient captivés par cet échange extraordinaire. Vous vous moquez de nos gouvernements qui changent, Lecornu sourit légèrement. Permettez-moi de vous rappeler qu'en démocratie, les gouvernements changent quand le peuple le souhaite. C'est ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Vous devriez essayer, c'est assez rafraîchissant. Le coup était rude. Trump rougissait visiblement. Mais puisque vous aimez parler de stabilité, poursuivit Lecornu, parlons de la stabilité américaine. Combien d'investigations judiciaires à votre encontre en ce moment ? Combien de procès la France est-elle vraiment le pays le moins stable dans cette salle ? Trump tenta d'intervenir. « C'est du fake news, c'est... » Mais Lecornu l'interrompit poliment mais fermement. « Monsieur Trump, vous avez eu votre temps de parole. Permettez-moi de finir. » L'autorité tranquille du Premier ministre français impressionna toute l'Assemblée. « Vous nous reprochez de ne pas soutenir assez l'Ukraine ?» Lecornu haussa légèrement le ton. « La France a livré des chars Leclerc quand l'Amérique hésitait encore. La France a formé 7000 soldats ukrainiens sur son sol. La France a accueilli 200 000 réfugiés ukrainiens. Et vous, Monsieur Trump, qu'avez-vous fait exactement pour l'Ukraine ces derniers mois à part critiquer vos alliés ? » Le silence dans la salle était maintenant total. Trump semblait chercher ses mots, ce qui était rare pour lui. « Mais le plus fascinant dans votre intervention, continua Lecornu avec un calme olympien, c'est cette obsession américaine de toujours donner des leçons à tout le monde. Vous nous expliquez comment diriger nos pays, comment faire de la diplomatie, comment défendre nos valeurs. Permettez-moi une question simple qui vous a donné cette autorité morale. » Trump essaya de répondre « L'Amérique est le leader du monde libre. » « Le leader du monde libre. » Lecornu l'interrompit avec un sourire ironique. « Celui qui a menacé de sortir de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, celui qui a retiré ses troupes d'Afghanistan en abandonnant ses alliés, celui qui impose des droits de douane à ses propres partenaires. Quel leadership extraordinaire !» Les autres dirigeants échangeaient des regards stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu quelqu'un tenir tête à Trump avec une telle élégance et une telle efficacité. « Mais vous savez quoi, Monsieur Trump ?» Lecornu se pencha légèrement vers l'avant. « La vraie différence entre nous, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la puissance militaire, ce n'est même pas l'économie. La vraie différence, c'est le respect. » Il marqua une nouvelle pause, laissant ses mots résonner. « La France respecte ses alliés. La France ne menace pas ses partenaires. La France ne chantage pas ses amis. La France ne fait pas de Twitter la base de sa diplomatie. » Trump était livide. Il tenta un dernier assaut. « La France est finie. Votre économie s'effondre. Vos villes brûlent. »« Nos villes brûlent. » Lecornu éclata d'un rire franc.
Monsieur Trump, avez-vous regardé les images de vos propres villes américaines récemment? Détroit, Baltimore, San Francisco? Parlons-nous vraiment de villes qui brûlent? Il redevint sérieux. Mais surtout, Monsieur Trump, vous confondez la démocratie avec l'effondrement. Quand les Français manifestent, c'est parce qu'ils ont encore confiance en leur démocratie pour changer les choses. Quand les Américains manifestent, c'est souvent parce qu'ils n'ont plus confiance en rien. Et là, Trump porta le coup final, celui qui allait marquer l'histoire de cette confrontation, mais pas du tout comme il l'espérait. Vous voulez savoir quelle est la vraie force de la France, Monsieur Trump? Sa voix se fit plus grave, plus solennelle, chargée de toute l'histoire et de la dignité de la République française. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de construire des murs pour nous protéger de nos voisins. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de menacer nos alliés pour qu'ils nous respectent. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de mentir systématiquement à notre peuple pour garder le pouvoir. Le silence qui suivit était si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche dans cette immense salle de conférence. Les caméras de télévision captaient chaque expression, chaque réaction, chaque battement de cils des protagonistes. Trump, pour la première fois de sa longue et tumultueuse carrière politique, était littéralement sans voix. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau sans qu'aucun son intelligible ne sorte. Ses conseillers assis derrière lui étaient tétanisés. Ils n'avaient jamais vu leur patron dans un tel état de sidération et d'impuissance. Et voilà la vraie différence fondamentale entre nos deux pays, Monsieur Trump, continua l'écornu avec un calme olympien qui contrastait de façon saisissante avec l'agitation visible du président américain. La France assume pleinement ses difficultés et travaille courageusement à les résoudre dans la transparence démocratique. L'Amérique, sous votre direction, préfère systématiquement nier ses problèmes structurels et accuser constamment les autres de tous ces maux. Lecornu conclut alors calmement, comme s'il venait simplement de commenter la météo ou de donner l'heure. « J'espère sincèrement que cette petite leçon d'histoire contemporaine et de diplomatie élémentaire vous aura été utile, Monsieur Trump. Nous pouvons maintenant revenir au vrai sujet important qui intéresse concrètement nos peuples et l'avenir de la planète. » L'effet fut absolument immédiat et spectaculaire au-delà de toutes les espérances. Tout le monde dans cette salle historique réalisait qu'il venait d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel et de probablement unique dans les annales de la diplomatie internationale. Un homme de 39 ans, Premier ministre d'un pays traversant une crise majeure, venait de donner une leçon magistrale et définitive au président des États-Unis devant tous les dirigeants les plus puissants du monde. Et le plus impressionnant dans cette performance éblouissante, c'est qu'il l'avait fait avec une classe, une intelligence, une élégance et une précision qui forçaient le respect et l'admiration même de la part de ceux qui n'aimaient pas particulièrement la France ou sa politique. Les réactions dans la salle ne se firent pas attendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait écouté cet échange extraordinaire avec une attention passionnée, fut le tout premier à réagir. Il se leva lentement de sa chaise et commença à applaudir d'abord doucement, puis de plus en plus fort avec une solennité et une gravité qui montraient à quel point il était impressionné par la performance du Premier ministre français. Son applaudissement n'était pas de la simple politesse diplomatique, c'était un hommage sincère à un homme qui venait de défendre avec brio les valeurs démocratiques et la dignité européenne. Puis le Premier ministre canadien Justin Trudeau se joignit immédiatement à lui, suivi presque instantanément par la chancelière allemande Angela Merkel, qui, malgré ses relations parfois compliquées avec la France, ne pouvait qu'admirer la maestria diplomatique dont elle venait d'être témoin. En quelques secondes seulement, c'était un véritable raz-de-marée d'applaudissements qui déferlait dans la salle. Tous les dirigeants présents, à l'exception notable de Trump lui-même et de quelques rares alliés traditionnels et inconditionnels des États-Unis, applaudissaient le Premier ministre français avec un enthousiasme et une sincérité qui n'avaient rien de protocolaire. Même Vladimir Poutine et Xi Jinping, pourtant peu enclins aux démonstrations d'émotions publiques, esquissaient des sourires approbateurs. C'était un moment historique. L'Europe venait de retrouver sa voix face à l'Amérique trumpiste. Trump, rouge de colère et d'humiliation comme jamais personne ne l'avait vu auparavant, quitta précipitamment la salle sans un mot, sans un regard, sans même essayer de sauver la face, par une dernière réplique,
Ses conseillers les plus proches, visiblement paniqués par cette débâcle diplomatique sans précédent, tentaient de le rattraper dans les couloirs en murmurant des excuses embarrassées aux autres délégations et en promettant que le président était simplement fatigué par le décalage horaire. Mais personne n'était dupe. Le mal était fait et il était irréparable. Pour la première fois de sa tumultueuse carrière politique, Donald Trump venait d'être publiquement et spectaculairement humilié par un dirigeant étranger, et ce, dans les conditions les plus officielles et les plus médiatisées qui soient nées. Dans les heures qui suivirent immédiatement cet échange historique, l'onde de choc se propagea à la vitesse de l'éclair dans le monde entier. Les réseaux sociaux littéralement explosèrent sous le volume des réactions. Le mot dièse Le Cornu destroyed Trump devint tendance mondiale numéro 1 en moins de 2 heures, seulement battant tous les records de viralité jamais enregistrés sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Les vidéos de l'échange filmées sous tous les angles par les caméras officielles du groupe des 20 et les journalistes présents furent vues et partagées des centaines de millions de fois en quelques heures. Sur YouTube, la séquence complète atteignit 500 millions de vues en 24 heures. Un record absolu pour un contenu politique. Les médias du monde entier, de CNN à la BBC, de France 24 à Deutsche Welle, de NHK à Al Jazeera, parlaient unanimement de la réponse française qui a marqué l'histoire et de l'humiliation diplomatique du siècle. Les éditorialistes les plus respectés de la planète, ceux qui d'habitude restaient dans la retenue et la mesure, n'hésitaient pas à parler d'un moment historique et d'un tournant dans les relations internationales. L'effet fut immédiat et d'une puissance inouïe. Dans un pays qui traversait depuis des mois sa pire crise politique et sociale depuis mai 1968, l'impact des 3 minutes de Le Cornu fut littéralement révolutionnaire. Les manifestations cessèrent brutalement et spontanément dans toutes les villes du pays. À Paris, les leaders syndicaux eux-mêmes appelèrent à la suspension immédiate de tous les mouvements de grève. Philippe Martinez de la Confédération générale du travail, pourtant habitué à critiquer tous les gouvernements sans exception, déclara devant les caméras « Nous suspendons immédiatement et inconditionnellement tous nos mouvements sociaux. Monsieur Le Cornu vient de redonner sa dignité et sa fierté à la France. Nous ne pouvons que saluer ce moment historique. » Laurent Berger de la Confédération française démocratique du travail d'ordinaire plus modéré fut encore plus explicite. Ce que nous venons de voir dépasse toutes les considérations politiques partisanes. Un homme de 39 ans vient de rappeler au monde entier ce que signifie être français. Nous sommes fiers de notre Premier ministre.